Ah, ça fait plaisir de voir tant de monde dans un débat comme celui-là. Ici, je parle avec deux casquettes, à part cela. Je suis membre de l'association Nouvelle Perspective, un des coparticipants de l'organisation, et aussi en président de l'espace Weekend qui a le plaisir de vous accueillir. Et avec le courrier, on a initié l'année passée ces séries pour ouvrir le débat. Et après une période sèche, après le début d'année, on est très content d'avoir cette séance aujourd'hui autour de la participation politique quand on n'a pas la nationalité suisse. Et la semaine prochaine, il y en a un autre sur le deuxième sujet des votations du 28 septembre. Et j'espère que pour les prochaines votations aussi, on pourra organiser une autre chose. Donc pour nous, c'est très important que cet espace soit aussi un espace de discussion et de parole. Et cette possibilité de disposer de la disponibilité de ces gens qui nous permettront, ça nous permettra d'avoir une discussion assez ouverte et assez riche. Donc, pour ce qui concerne, il faut que je fasse la pub, vous nous cherchez sur Instagram, c'est Espace Dickens, en seul mot, et vous pourrez trouver aussi tous les autres événements qui sont organisés ici sur d'autres sujets, étant donné qu'on espère que le Paul Dickens, comme on commence à l'appeler, devienne aussi un espace de parole et un contact entre les gens qui sont engagés dans différents sujets et nous, le public lambda. Merci d'être présent, merci à nos amis du courrier d'avoir eu la possibilité d'organiser ça fin juillet. C'est contre la montre qu'on a fait. On est très content de que vous soyez présents si nombreux. Merci de votre présence et bon, ouvrons le débat. Merci Douglas, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir nombreuses et nombreux ce soir. Merci aussi à nos 4 invités d'être là avec nous pour cette édition d'Ouvrons le débat qui est la première à se consacrer à un sujet de votation vaudois. Et du coup c'est super chouette, on l'avait fait sur des sujets fédéraux faute de votation cantonale vaudoise. Et je suis très heureuse d'ouvrir ce débat donc, sur le droit de vote des étrangères et des étrangers dans le canton de Vaud. Et donc voilà, et du coup... C'est un droit qui existe actuellement depuis 2003 au niveau communal. Les étrangers et étrangères dans le canton de Vaud, au niveau communal, ont un droit de vote et d'éligibilité s'ils sont installés depuis un certain nombre d'années. Il faut avoir vécu 10 ans en Suisse et 3 dans le canton de Vaud, dont 3 dans le canton de Vaud. Et ça permet de participer aux votations, aux élections, de déposer une demande d'initiative, un référendum, de faire partie du conseil communal ou d'une municipalité. Et l'accès à ces droits civiques pourraient être encore facilités en cas de oui le 28 septembre. À la suite d'une initiative, du dépôt d'une initiative parlementaire, le Grand Conseil veut élargir le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de ces droits à toute personne qui vive depuis moins de 5 ans en Suisse, enfin toute personne, non, il faut avoir qui vit durablement, donc un permis B ou C, qui vit depuis 5 ans en Suisse, dont 3 dans le canton de Vaud. Donc c'est de diminuer de 5 ans ce délai d'attente. Et la question va se poser aussi plus tard au niveau cantonal. Normalement, le 30 novembre, une initiative populaire a été déposée par Agisson pour un droit de vote et d'éligibilité pour les personnes qui vivent depuis 10 ans en Suisse, donc au niveau cantonal, qui permettrait donc de voter, d'élire, d'être élu au Grand Conseil, voire au Conseil d'État. Les questions que nous allons nous poser ce soir, donc, c'est est-ce qu'il est important de participer à la vie politique de l'endroit là où on vit ? Ces droits doivent-ils être élargis à davantage de personnes, ou bien faut-il plutôt inciter celles et ceux qui sont déjà citoyens et citoyennes à participer davantage ? Nous avons le plaisir, pour en parler, d'avoir 4 personnes ce soir. C'est aussi une première, on a fait le débat avec moins de monde les dernières éditions. Donc j'accueille Steven Tambourini. Vous êtes donc cofondateur du mouvement citoyen Agisson, qui a déposé l'initiative pour l'extension des droits politiques
aux étrangers et étrangères au niveau cantonal. Et vous avez été auparavant très actif aussi au sein de la grève du climat. Vous êtes très passionné par des questions aussi de participation politique. Samson Yeman, vous êtes conseiller communal socialiste à la ville de Lausanne. Vous êtes vice-président également de la Commission fédérale contre le racisme et vous soutenez l'extension des droits politiques aux résidents étrangers, résidentes étrangères. J'accueille également Xavier de Haller, donc vous êtes député libéral radical au Grand Conseil vaudois, opposé à un élargissement des droits civiques pour les étrangers et étrangères, et puis également conseiller communal à Lausanne, et vous avez siégé notamment dans la commission de naturalisation. Vous étiez, pardon, excusez-moi, vous étiez. C'est très bien. Cédric Weissert, vous êtes député UDC au Grand Conseil, vous êtes également opposé à un élargissement des droits civiques pour les étrangers et étrangères, et conseiller communal à Écublon. Là aussi, vous étiez conseiller communal. Ok. Je vous remercie d'être là tous les quatre ce soir. C'est un petit regret pour nous de ne pas avoir réussi à trouver de femmes pour participer à ce débat. Pour nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, de parler participation politique, d'avoir des femmes qui participent au débat. On a, dans les délais impartis avec les personnes, enfin, on a fortement essayé et pas réussi pour ce débat-là. La semaine prochaine, par contre, il y a 3 femmes qui participeront et du coup, c'est un plaisir de la voir. J'espère que les femmes présentes dans la salle seront aussi actives pour participer au partage avec le public tout à l'heure. Voilà, nous allons commencer par des enjeux un petit peu généraux. Je vous passe d'abord la parole à vous. Pourquoi vouloir élargir le droit de vote des étrangers et étrangères et qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant dans le système actuel? Merci à toutes et à tous déjà pour l'organisation de ce débat et d'être venus ce soir. La première question que j'aimerais poser, c'est de savoir à partir de combien de personnes, de pourcentage de la population, on pense qu'on est encore en démocratie. Est-ce qu'on pense qu'en excluant 10% de la population, est-ce que c'est 25%, 33%, 50%? Aujourd'hui, dans le canton de Vaud, c'est 33% des personnes qui n'ont pas de droit politique au niveau cantonal. Lorsque vous êtes à Lausanne, comme on était aujourd'hui pour interroger les personnes avec Solène, c'est 1 personne sur 2 qui n'ont pas de droit politique. Pour nous, c'est une exclusion qui est complètement arbitraire, qui fragilise la démocratie et qui empêche de constituer des décisions légitimes et stables. Et face justement à des forces de division depuis des années, nous, ce que nous aimerions incarner, c'est justement cette nouvelle Suisse, cette Suisse qui est déjà là, celle qui travaille, celle qui est actuellement également dans les écoles, partout en fait, c'est vos voisins, c'est vous certainement, et qui puissent avoir justement le droit à ce débat, à faire que leur voix soit entendue, et également que nous soyons un État prospère et fort, et pour cela, il faut inclure la population. Merci. Je vous fais peut-être réagir, Xavier de Haller. Est-ce qu'il y a une exclusion arbitraire d'une partie de la population? Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation et de l'organisation. J'avoue que je suis un petit peu surpris quand on parle d'exclusion arbitraire en lien avec le droit de vote, parce qu'au fond, le droit de vote en réalité s'inscrit dans un faisceau de droits et d'obligations qui sont liés à la citoyenneté. Et je pense que c'est tout sauf arbitraire, cette question de citoyenneté, puisqu'elle est liée fondamentalement à la nationalité. Et la nationalité, mais on n'est pas là forcément pour en débattre de manière trop technique, c'est quelque chose qui n'est absolument pas arbitraire, c'est quelque chose qui est fondé sur une intégration, sur une connaissance de la culture, de l'histoire, des mœurs d'un pays. On parle de la Suisse aujourd'hui, mais la question de la nationalité peut se poser de manière générique dans d'autres pays. Et donc je crois qu'il n'y a rien d'arbitraire dans ce critère de lier les droits civiques à l'appartenance à une communauté et que cette appartenance soit formalisée par la nationalité. Donc voilà, je ne pense pas que cette approche qui veut conclure à une exclusion de la part d'une partie de la société sur la base d'un critère qui serait arbitraire puisse être suivie. En tout cas, j'en suis de loin pas convaincu. Samson Yeman, sur cette question de citoyenneté, il y a la possibilité d'être naturalisé en Suisse. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Bon, pour commencer, merci pour cette invitation et je salue aussi tout le travail qui a été effectué pour organiser cette conférence.
Monsieur DLR, je commence frontalement. Je suis évidemment en opposition face à cette approche de la citoyenneté. C'est vrai qu'on a une définition qui est très juridique. En fait, aujourd'hui, c'est juridiquement on est étranger ou bien juridiquement on n'est pas étranger. Puis je pense qu'il est temps peut-être de questionner cette approche juridique et de changer un paradigme. C'est vrai que moi j'ai une approche beaucoup plus sociologique en fait de la citoyenneté, à savoir que du moment qu'une personne elle habite quelque part et qu'elle contribue à la collectivité d'une manière et une autre, pour ma part, elle fait partie de cette citoyenneté-là. Par conséquent, elle doit vraiment pas participer à cet engagement politique. Et je rejoins aussi ce qui a été dit avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, environ 30% de la population, 30 et quelques % de la population vaudoise ne peut pas participer à la vie politique. Et oui, et ça, c'est aussi une forme d'exclusion. Et permettez-moi quand même d'aller beaucoup plus loin. Je peux qualifier ça une forme de racisme institutionnel, à savoir que on décide de ne pas donner un certain privilège, un certain accès à ces personnes issues de la migration. L'autre aspect que j'aimerais dire, parce que la question de citoyenneté, si on réfléchit bien, en Suisse, il y a environ 25% de personnes dites étrangères. Hein, c'est comme ça qu'on le qualifie. Mais si on creuse un peu plus, en Suisse, selon les chiffres de l'OFS, 45% de la population suissesse, jusqu'à la 2e génération, est issue de la migration. Donc en fait, la migration, ou cette diversité-là, elle est omniprésente, elle fait partie de notre société. Donc cette approche très juridique, de dire à quel moment on est citoyen d'un pays donné, à quel moment on ne l'est pas, c'est des définitions juridiques. Pour ma part, en tout cas, je m'oppose. Je pense qu'il est temps peut-être de changer de paradigme, de plutôt prendre une approche beaucoup plus sociologique de la citoyenneté. Cédric Weissert, qu'est-ce que vous dites dans ce racisme institutionnel? Est-ce que nos institutions sont racistes par rapport à cette participation politique qui exclut une partie des gens qui vivent ici? Alors, bonjour effectivement d'abord à toutes et à tous. Ça ne vous surprendra pas de dire que non, pour moi il n'y a pas de racisme là derrière. D'ailleurs, les règles qui prévalent en Suisse, à quelques détails près, sont les mêmes qui prévalent dans d'autres pays qui nous entourent. Elles sont même plus strictes. Si maintenant vous et moi décidons d'aller habiter en France ou en Allemagne sans être naturalisés, il est impossible de pouvoir voter ni au niveau local ni au niveau fédéral. Il y a quelques particularités pour les personnes qui viennent de l'Union européenne. Donc on a déjà des possibilités qui sont plus larges. Ensuite, comme mon collègue, j'ai fait partie de la commission de naturalisation de mon ancienne commune. C'était très intéressant de voir aussi, de faire ce passage-là, de voir aussi comment les personnes démontraient leur intégration, qui peut être diverse, je dirais, que ce soit professionnellement, que ce soit en participant aussi au milieu associatif. C'était des échanges qui étaient très intéressants. Je déplore malheureusement que maintenant on n'ait plus cet échange-là au niveau communal. Je pense que c'était tant intéressant pour les autorités que pour les candidats de démontrer aussi le chemin qu'ils avaient fait. Et le processus pour devenir Suissesse ou Suisse est quand même relativement simple. Je dois dire qu'on a fait passer des candidats qui maîtrisaient le français que partiellement, mais qui avaient fait un effort d'intégration et qui avaient vraiment travaillé pour devenir Suisse, qui avaient le plaisir de devenir Suisse, et ces personnes-là ont obtenu la nationalité. Comme à l'inverse, on a aussi refusé des nationalités suisses à des personnes très hautes placées qui venaient de pays anglophones et qui n'avaient fait aucun effort d'intégration. Et j'estime que ces personnes-là n'ont pas la possibilité de pouvoir voter au niveau local. C'est pas anodin de pouvoir s'exprimer sur les décisions futures d'un canton, d'une commune, d'un pays. Et pour moi, il y a, si on veut avoir des droits, il y a des devoirs qui vont avec, comme dans plein de choses qui existent dans la vie. Donc on encourage, on n'est pas contre effectivement à ce que les étrangers puissent voter, bien au contraire, mais simplement les encourager au bout du processus. Parce que là, on parle au niveau communal, on va peut-être parler du niveau cantonal, mais il y a toujours l'État au niveau fédéral où ce n'est pas possible. Donc il ne faut pas créer des demi-citoyens qui ont certains droits, mais pas tous. À ce moment-là, allons au bout du processus, allons jusqu'à la naturalisation, et à ce moment-là, les personnes auront le même droit que tout le monde, peu importe d'où elles viennent, peu importe qui elles sont. Donc je porte en faux, je dirais, sur un aspect de racisme, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on sélectionnerait qui peut devenir suisse selon certains critères. Ce n'est pas le cas. Les personnes doivent simplement suivre un processus qu'elles m'aiment pour tout le monde, et à partir de là, elles peuvent devenir suissesses ou suisses et avoir accès à ces droits-là. Steven Tamburoni, peut-être que je vous fais réagir sur cette question de demi-citoyen. Il y a cette possibilité de se naturaliser. Finalement, est-ce que ce n'est pas suffisant ?
C'est deux questions absolument complémentaires et différentes. Il est tout à fait possible, effectivement, d'avoir un processus de naturalisation divers selon les pays et en même temps être favorable à une citoyenneté de résidence, de proximité, comme c'est ce qu'on propose de notre côté. Et d'ailleurs, j'aimerais juste revenir à ce que vous avez dit. Il y a à peu près 70 pays dans le monde qui ont des régimes démocratiques avancés pour les personnes dites étrangères. Et en Europe, vous pouvez aller voir dans des pays comme la Suède, ça se fait dans les 5 continents. Donc de ce point de vue-là, même dans des villes, dans des régions avec 1,5 million de personnes, c'est des choses que l'on connaît très bien et qui se passent extrêmement bien par ailleurs. Votre parti, ce que vous faites depuis des années, et ça a été le cas également depuis en fait, des décennies sur d'autres questions, c'est que vous divisez en fait, la population, c'est votre stratégie. Et nous, ce qu'on propose effectivement, c'est d'inclure la population, de faire qu'elle puisse s'exprimer à travers les votations, qu'elle puisse être intégrée, reconnue comme ce qu'elles font. Vous parlez effectivement d'intégration des personnes, mais elles vivent ici, elles travaillent ici. Moi-même, je suis naturalisé. Mes parents sont nés ici, mes grands-parents sont venus ici. Ma grand-maman habite encore à la Borde, ça fait plus de 50 ans qu'elle est en Suisse et pourtant, elle n'a toujours pas de droit politique. Nous avons fait le choix de se naturaliser. Et je mesure à quel point également la distance en fait, de cette naturalisation, c'était en 2017, c'était il y a moins de 10 ans, et j'ai l'impression que c'est une éternité. Et on va y venir certainement sur les chiffres après, mais ça me paraît impossible de repenser que je n'avais pas le droit de vote et que j'étais exclu à ce moment-là. Et pour moi, c'est insoutenable, et d'ailleurs comme d'autres personnes aussi suisses et également de personnes étrangères qui souhaitent acquérir ce droit. Je vous passe la parole. J'aimerais juste vous faire réagir parce que vous êtes directement accusé de diviser la population plutôt que de l'inclure. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je sais pas, je suis un peu tendu du coup là. Vous m'attaquez directement. Je ne crois pas qu'on divise, non. Je crois que la population a déjà eu l'occasion de se positionner là-dessus. Elle a refusé il y a quelques années ce droit-là. Voilà, c'est pas mon parti particulièrement qui divise. Je l'ai dit, on encourage la naturalisation. Si on divisait, on n'encouragerait pas la naturalisation. On voudrait préserver ce droit uniquement pour les personnes qui sont suisses depuis des générations. C'est pas du tout le cas. Et je vous ferai dire que vous pouvez regarder les statistiques. Et je reviens à mon mandat précédent auprès du conseil communal d'Écu Blanc. En proportion, on était le groupe qui comportait le plus de personnes d'origine étrangère à l'UDC. Beaucoup de gens, effectivement, s'intéressent à notre parti. On a, au sein du Grand Conseil, j'ai un collègue aussi d'origine italienne qui s'est naturalisé. Bref, je ne vois pas en quoi on divise dans ces choix-là. Aussi, en tout cas, être, je dirais, d'un avis différent que le vôtre, c'est diviser. Je le déplore. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc non, je ne crois pas que c'est une division. C'est un choix. C'est effectivement une volonté de garder un certain processus. Mais en rien, je dirais, ni une exclusion, ni une division. Clairement pas. Sam Yaman, vous vouliez réagir? Oui, très rapide. Vous m'entendez? Et très rapidement, c'est sûr que le débat s'est beaucoup orienté sur la procédure de naturalisation comme accès au droit de vote. Enfin, il faut le dire, la procédure de naturalisation en Suisse, c'est la procédure la plus compliquée, la plus coûteuse qu'on a en Europe. C'est une réalité. Cette absurdité-là, aujourd'hui, en fait, il faut juste l'assumer. Et puis, tout le monde n'a pas, en fait, le privilège d'accéder à cette procédure-là. Je vous donne un exemple. Monsieur Dehaler, dont je vous ai peut-être remplacé à la commission de naturalisation à Lausanne. Un cas très concret. Une personne qui travaille, qui a ouvert son entreprise. Ça fait 30 ans qu'elle est ici en Suisse. Elle a des dettes. Elle fait une faillite. En parallèle, elle dépose sa procédure de naturalisation. 30 ans en Suisse. Hein. La procédure dit, si vous avez une dette de plus de 1500 francs et que vous n'avez pas un plan de couvrement qui est capable de rembourser vos dettes, impossible d'accéder à la naturalisation. C'est cette réalité-là aujourd'hui. Donc, ça veut dire que cette personne, elle doit attendre de devoir rembourser sa dette qui est compliquée pour elle. Et du moment qu'elle n'a pas accès à cette naturalisation, elle ne peut pas voter au niveau cantonal et au niveau national. Et oui, la procédure qu'on a aujourd'hui en Suisse, elle est exigeante, elle est compliquée, sans parler de certains tests où on demande, j'exagère un peu, mais la profondeur de l'eau du lac Léman, est-ce que c'est ça qui va me permettre si je suis intégré ou pas? C'est juste incohérent. Donc, je pense que si on veut vraiment parler d'une cohésion sociale comme la Constitution le mentionne, alors incluons ces personnes-là qui sont installées depuis très longtemps, qui contribuent, je prends même des arguments libéraux à savoir que ces pays payent leurs impôts, ils contribuent à notre richesse à nous, à ce moment-là,
on peut leur donner cet accès au droit de vote. Cela dit, au Jura et à Neuchâtel, le droit de vote au niveau cantonal existe. Donc ça va de soi. Je pense que c'est important de changer de paradigme et de ne pas tout en fait amener à une forme de ce nationalisme qui serait sacré à quelques individus et au détriment des autres. Merci. Xavier Delalerche, je ne sais pas si vous vouliez réagir à ça, des personnes justement qui sont intégrées économiquement, est-ce qu'il n'y a pas une logique à les intégrer politiquement aussi? À mon sens, l'intégration ne passe pas par la naturalisation. La naturalisation, respectivement par le droit de vote. Quelque part, l'aboutissement de l'intégration, c'est cette adhésion au socle, à la communauté et au fond à l'obtention de la naturalisation suisse. Et là, je me porte à mon tour en faux, c'est l'expression à la mode. Je ne crois pas pouvoir dire que la procédure de naturalisation en Suisse soit particulièrement compliquée. Il y a, oui, des critères qui sont posés. Il y a des autorités qui doivent examiner si ces critères sont remplis ou pas. Et puis, dans chaque cas, et je retombe sur la problématique de l'arbitraire, l'autorité ne décide pas arbitrairement sur la base d'une appréciation subjective si une personne va pouvoir être naturalisée ou pas. Par ailleurs, on a peut-être une procédure de naturalisation qui est plus compliquée qu'ailleurs, due au système fédéral, puisqu'avant toute chose, pour être naturalisé, il faut obtenir, au fond, la nationalité ou la bourgeoisie cantonale. Donc il y a un système assez intéressant, qui est assez proche de l'endroit où on vit et de la culture dans laquelle on évolue chaque jour, qui permet d'obtenir la naturalisation et, partant, le droit de vote. On parle beaucoup, on se focalise beaucoup, à bon ou à mauvais escient, sur la problématique de la naturalisation, et on dit au fond c'est arbitraire parce qu'on sélectionne des citoyens, on crée des différences dans les citoyens et les citoyennes. Mais il y a un autre critère dont on parle assez peu lorsqu'on parle du droit de vote, c'est l'âge. Parce que l'âge aussi, c'est un critère quelque part qui peut être arbitraire et qui de fait va créer là aussi une distinction dans des classes de population. Qui sommes-nous pour dire qu'à 17 ans et 364 jours, nous ne sommes pas aptes à prendre des décisions, à nous prononcer sur un certain nombre d'objets politiques. En revanche, 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard, nous le sommes. Simplement, à un moment ou à un autre, il a été décidé, pour éviter l'arbitraire, de poser un certain nombre de critères et de relier un certain nombre de droits et d'obligations à ces critères. C'est quoi les risques pour vous d'avoir justement un droit de vote trop tôt? Je pense qu'il y a plusieurs risques qui peuvent arriver. Je pense qu'il y a déjà la maîtrise de la langue, qui est quand même un élément important si on veut maîtriser les enjeux. Enfin, je veux dire, je pense qu'on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre devant le petit explicatif du vote, et même en parlant français, on ne comprend pas toujours ce qui est bien marqué dedans. Donc imaginez si on ne maîtrise pas effectivement la langue, c'est déjà un problème. Je reviens à l'aspect de naturalisation. On a des personnes qui se présentent devant le processus, qui sont là des fois depuis plus de 10 ans et qui ne maîtrisent pas déjà complètement la langue. Donc je pense qu'effectivement, au bout de 5 ans en Suisse, 3 ans dans le canton, ce n'est pas aisé de bien maîtriser la langue. Après, il y a des éléments, on ne peut pas les exclure non plus, de détournement effectivement du vote à des aspects communautaires. On le voit dans certains endroits, des pressions qui sont faites sur certaines personnes, ne maîtrisant des fois pas effectivement correctement la langue, pour pousser à des élections de certaines personnes. Et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas complètement exclure. On ne sera peut-être pas d'accord effectivement sur le fond, mais on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. Je pense qu'effectivement, par tout ce qu'on voit dans le monde, il n'est pas impossible que ces éléments puissent provenir dans notre canton ou en Suisse. Donc ça, c'est aussi un point. Puis je voulais peut-être rebondir sur un autre élément où on nous dit « Ah, mais ces personnes-là, elles veulent pouvoir participer, c'est un moyen d'intégration ». Je l'entends, pas de souci. Regardons un petit peu les chiffres. J'ai ressorti effectivement les éléments du taux de participation. Si on regarde dans notre canton, on voit qu'au niveau des communales, une des statistiques qui était ressortie pour une des précédentes élections, on a 43% des personnes de nationalité suisse qui ont participé, là où 23% des personnes de nationalité étrangère participaient. Donc on a presque la moitié moins de personnes qui utilisent ce droit qu'on leur a donné. Et puis si on prend Lausanne, puisque vous preniez Lausanne comme explication, qui effectivement a un taux de personnes de nationalité étrangère plus élevé que dans le canton, les chiffres sont encore plus bas, puisqu'on est à 36% pour les Suisses et à 17% seulement des personnes de nationalité étrangère. Donc la question qui peut se poser, c'est de dire, on va demain donner des droits à ces personnes-là, est-ce qu'elles vont l'utiliser ?
d'après les chiffres, en tout cas, pas vraiment. Alors après, il y a peut-être d'autres explications. Est-ce qu'il faut les accompagner? Est-ce qu'il faut faire des bulletins explicatifs dans 12 langues? On ne sera pas d'accord non plus là-dessus. Et moi, je pense que ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut s'adapter. Je pense qu'il y a un minimum de choses à faire. Et ça passe effectivement par cette intégration pour avoir ce type de droit. Je vous laisse réagir sur ces questions des risques. 23%, c'est toujours mieux que 0. Et ensuite, sur la question du français, qui est une question, je pense, importante, que vous avez bien illustrée dans vos communiqués de presse et à chaque fois, rappelez peut-être que 30% des personnes également qui pourraient obtenir justement ces droits politiques sont des personnes nées françaises, de France déjà. Donc ça fait déjà pas mal de gens. Et ensuite, avec un tel raisonnement, j'aimerais vous demander, est-ce que vous, je ne sais pas si vous parlez allemand, mais beaucoup de gens, j'imagine, dans la salle ne parlent pas parfaitement l'allemand, moi y compris. Imaginez que vous vous retrouveriez à Zurich. Est-ce que vous pensez que vous ne devriez plus avoir le droit de vote? Ou pire, que si les Suisses allemands viendraient chez nous, entre guillemets, il faudrait les exclure. Et peut-être le dernier point aussi sur le français, c'est j'ai l'impression que pour des partis que vous êtes plutôt de l'innovation, c'est en tout cas ce que vous dites. Moi, personnellement, l'autre jour, en rigolant ce matin, j'expliquais que je regardais je suis pas slovène, je suis espagnol et italien, mais je regardais des programmes politiques slovènes et j'ai juste utilisé Google Translate, vous mettez sur DeepL. J'avais quand même l'impression d'avoir une bonne compréhension de ce qui se faisait. Évidemment, je ne suis pas dans le cœur de la nation, si vous voulez entendre ça, mais je crois qu'il y a quand même des moyens aujourd'hui de pouvoir passer outre ça et ça me semble relativement aisé, le plus grand risque étant celui de l'exclusion. Imaginez quand même une société qui va continuer sur sa voie de la migration, il me semble assez clairement, dans laquelle la nouvelle Suisse est installée et où vous pourriez vous retrouver dans 30 ans avec 50% de personnes exclues, 66%, peut-être 3 personnes sur 4. Moi, ça, je l'identifie comme un immense risque. Peut-être le risque le plus important. Xavier Delahalle, vous vouliez réagir Je suis un petit peu étonné de cette approche parce que, encore une fois, je pense que c'est faux de partir de l'hypothèse que le droit de vote exclut des personnes. Le droit de vote, encore une fois, c'est lié à un faisceau de droits et d'obligations qui sont reconnus notamment par les constitutions, que ce soit fédérales et constitutions cantonales. Et quelque part, le droit de vote, c'est au fond l'aboutissement du processus d'intégration. Et je conçois mal une société qui, dans X années, aurait un nombre de l'ordre de 60-66% que vous citiez, ou 3 personnes sur 4, qui sont installées dans un pays depuis plusieurs années et ne souhaitent pas en devenir citoyennes et citoyens. Puisque le droit de vote, c'est un faisceau, mais il y a également d'autres protections qui appartiennent et qui sont liées à l'appartenance nationale. Alors évidemment, on peut partir d'une déconstruction du modèle de l'État-nation, c'est évidemment, mais ça va dépasser largement le cadre de ce débat. On peut déconstruire cette théorie-là et puis dire qu'au fond, la citoyenneté en tant que telle et l'appartenance à un État-nation n'existe plus. Et puis, on peut avoir d'autres approches, que ce soit l'État patrie, que ce soit la citoyenneté régionale, que ce soit la citoyenneté nationale. Mais aujourd'hui, et à échéance humaine, je me projette guère au-delà de ma modeste espérance de vie, j'imagine mal qu'on déconstruise complètement la construction de la base de l'État-nation qui est aujourd'hui le système institutionnel qui permet à une bonne partie du monde de fonctionner et de fonctionner sereinement. Par rapport à ce que vous dites, j'aurais peut-être juste une question complémentaire, c'est il y a déjà finalement le droit de vote qui est accordé aux étrangers et étrangères à certaines conditions. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous remettiez en cause? Est-ce que dans votre idéal, ça signifie qu'il faudrait que uniquement les personnes de nationalité suisse votent? Alors, il y a une décision souveraine avec l'introduction du droit de vote pour les étrangers au niveau communal. C'est une décision souveraine que je respecte. À titre personnel, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, j'aurais soutenu ce projet-là, puisqu'encore une fois, à mon sens, la discrimination liée au droit de vote, elle est hypothétique et elle est quelque part encore pire si on saucissonne le droit de vote, puisque on peut imaginer qu'on ait des personnes qui puissent participer activement à la formation de la volonté par hypothèse communale, mais alors en revanche qui ne peuvent rien dire sur des décisions cantonales ou fédérales. La même chose avec la problématique du droit de vote au niveau cantonal. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on a un système
qui a été voulu et qui a été adopté par le peuple, système que je respecte, mais je ne suis pas sûr que le signal qui soit donné a été le bon. Merci. C'est quelque chose qui vient peut-être de manière un petit peu, pas très évidente et claire dans le débat, mais finalement, est-ce que l'élargissement de ce droit de vote pourrait favoriser davantage certains partis que d'autres? Monsieur a parlé de risque de pression. Est-ce que par exemple la gauche pourrait être plus favorisée? Qu'est-ce que vous en pensez, Samson Liman? Non, je crois pas. Enfin, oui. Moi, j'utiliserais plutôt le terme le vote de proximité. Je pense que vous faites référence à ce qui s'est passé à Genève, etc. Non, je pense pas. Il y a des gens issus de la migration, issus de la diversité, qui votent aussi à droite. Et c'est aussi la réalité de notre système politique actuel. Donc, il faut pas. Je pense que c'est un peu très réducteur en fait, puis très. C'est très simplifié de dire que voilà, si les étrangers votent, ils vont tous à gauche. Non, c'est archi faux. Puis il y a plein d'études qui confirment ça. Je voulais juste, mais très rapidement, si vous me permettez, revenir à la dimension de la langue. Si je suis cette logique-là, ça veut dire que si moi je déménage à Zurich, que je n'ai pas les compétences pour comprendre, donc je n'ai pas le droit de voter. Enfin, c'est aussi une absurdité qu'il faut prendre en compte. Simplement, aujourd'hui, pour la procédure de naturalisation pour obtenir la nationalité suisse, c'est le niveau B2. Et en 5 ans, beaucoup de personnes qui apprennent la langue, ils ont ce niveau-là. Donc je trouve que c'est un peu élitiste en fait, cette posture de dire que ces personnes, c'est un peu très paternaliste aussi, hein, elles ne maîtrisent pas la langue, elles auront du mal à comprendre les objets de votation, elles auront du mal à comprendre peut-être la procédure de vote, etc. Non, soyons simplement réalistes, posons même la question les personnes concernées. Et ça, c'est même révélateur de remarquer que ces personnes-là estiment qu'elles ont les compétences, elles peuvent très bien comprendre les objets de votation. Et par rapport au carnet rouge qu'on reçoit toutes et tous, je crois que le 80% de la population suisse, elle ne comprend pas, c'est clair. C'est la manière comme c'est rédigé, puis personne ne comprend. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tout réduire à une manque de connaissances, de compétences à l'égard des personnes issues de la migration. Soyons plus réaliste et beaucoup plus inclusif en fait dans la manière dont on construit notre société. Cédric Weissert, je ne sais pas si vous voulez répondre particulièrement à cette question de langue, mais sur cette question aussi de parti, quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il y aurait des craintes de votre part que ce vote aille plus à gauche? Non, et je pense qu'on sera pour une fois d'accord. On arrivera ce soir à être d'accord. Non, clairement pas. Je ne pense pas qu'il y ait un parti qui sera mis en avant plus qu'un autre là-dedans. On le voit très bien dans les discussions qu'on peut avoir avec des personnes de nationalité étrangère. Et je le disais avant, l'expérience que j'ai pu faire dans ma précédente commune, je pense qu'il y a des gens qui se répartiront. Je pars du principe, un petit peu comme la population qui peut déjà voter. Il n'y a pas de raison qu'effectivement un parti en profite plus qu'un autre. Et quand je disais effectivement les dérives possibles d'aspect communautaire, ça serait tant pour des votes qui pourraient aller à gauche que des votes qui pourraient aller à droite. C'est le principe même qui me pose problème et non pas effectivement où va le vote en finale. Donc non, je pense qu'aucun parti en bénéficierait, ce qui légitime d'autant plus ma position. C'est clair que si mon parti était privilégié, on pourrait penser que je serais pour. Non, je pense que c'est vraiment le principe qui prévaut d'intégration et pas le calcul politique de se dire est-ce que telle ou telle population irait plutôt à gauche ou plutôt à droite. Je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Et je ne crois pas que d'ailleurs depuis que le vote au niveau communal a été instauré, on ait connu de gros chamboulements. Certains partis en ont peut-être plus profité d'autres, certes, mais je ne pense pas qu'il y ait en tout cas un gros virage qui s'est mis plutôt à gauche ou plutôt à droite. Et la question qui est aussi un petit peu calcul de relève politique, est-ce que ça a permis le fait d'élargir le droit de vote, est-ce que ça a permis à des partis qui parfois peinent à trouver de la relève, notamment au niveau communal, d'avoir plus de personnes qui s'impliquent, des personnes qui sont peut-être des fois impliquées au niveau de la société mais pas politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Dallaire? J'ai siégé 17 ans au conseil communal de Lausanne. J'y suis entré comme libéral, donc même avant la fusion PLR, donc ça remonte à Mathusalem. J'ai pas l'impression, en tout cas, de mon expérience partisane, au sens d'appartenance à un parti,
ou dans ce que j'ai pu voir au Conseil communal, que la modification de la Constitution vaudoise a fondamentalement, mais de manière transversale dans les partis, modifié la situation. Je pense que la question de la relève qui se pose pour tous les partis, c'est plutôt une responsabilité des personnes qui sont en place, dans le sens où il y a une nécessité d'intéresser les gens, il y a une nécessité aussi de prendre conscience des problématiques qui sont posées. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat est un très bon exemple, et je remercie aussi les initiants qui proposent, qui amènent des modifications, qui créent de fait le débat, ce qui, à mon sens, permet à chacun de revisiter aussi, de réfléchir à ses positions, de confirmer certaines choses qu'on pensait, qu'on a décidées, ou au contraire de les infirmer. Et je pense que c'est là où on a une possibilité de trouver de la relève, à susciter des vocations avec des gens qui vont s'intéresser à la politique, qui vont prendre des responsabilités avec des mandats électifs, mais aussi d'autres manières, en constituant des comités d'initiative ou des comités de référendum. C'est un acte politique fort de dire je souhaite porter une idée devant le peuple, au contraire je souhaite m'opposer à une décision prise par un parlement. Et tout ça, au fond, génère, à mon sens, des intérêts pour la politique, et c'est la responsabilité de toutes les personnes qui ont un mandat électif, de toutes les personnes qui s'intéressent à la formation de la volonté commune, de générer ce débat. Et là, je pense que si on veut une véritable relève dans les partis, il faut qu'on soit ouvert à la discussion, il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause, de réfléchir, d'écouter aussi les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, un tel débat, c'est typiquement ce qui pourrait susciter ou amener des gens à se dire je veux me lancer en politique, ne serait-ce que pour expliquer à Delaire qu'il n'a rien compris et puis que son vote ne sert à rien. Merci. Vous vouliez réagir, Steven Tamburini? C'est vrai que là, on a beaucoup focalisé sur la question des élections, mais il ne faut pas oublier que derrière les droits politiques, il y a également la question du droit de pouvoir signer des initiatives, des référendums cantonaux et aussi de participer aux votations. Et je pense que la question qui est posée ce soir, c'est souhaitez-vous, notamment, qu'en 2026, plus de 90 000 personnes puissent donner leur avis sur faut-il ou non un salaire minimum dans le canton de Vaud? Faut-il ou non accepter une baisse d'impôts et donner une vision de ce que devraient être les services publics? Oui ou non, voulez-vous que ces 90 000 personnes puissent s'exprimer sur le congé parental? Mais aussi, oui ou non, est-ce que ces personnes pourraient signer éventuellement des initiatives comme, je crois que le Parti socialiste veut en lancer une sur les logements, ou alors éventuellement agissons sur la question des transports publics presque gratuits ou abordables, et éventuellement d'autres initiatives que vous pourrez lancer. Donc c'est important de garder en tête aussi qu'il n'est pas juste question des élections derrière, mais aussi de l'inclusion de vraiment beaucoup de gens dans des votations qui sont décisives dans leur vie. Quand on vit ici, on a ses enfants à l'école, on souhaite décider de finalement comment son argent est investi dans les services publics, dans l'école, dans l'avenir des transports publics. Et ce sont des questions essentielles qu'il est possible de trancher à un niveau local, une démocratie de proximité qui permet de se fonder une opinion et aussi une stabilité, une prospérité pour le canton. Je vous laisse peut-être la parole parce que vous avez déposé cette initiative au niveau cantonal. Qu'est-ce que ça change? Ça a été refusé en 2011 par les Vaudois d'accorder ce droit de vote au niveau cantonal. Pourquoi être revenu avec cette proposition? Et finalement, en quoi c'est un pas supplémentaire par rapport au droit de vote et d'éligibilité au niveau communal? Alors, cette question, je pense qu'on peut la résoudre assez facilement. Est-ce que vous pensez que les femmes et leurs alliés, au moment où elles n'avaient pas le droit de vote, auraient dû s'arrêter de militer et de proposer des initiatives lorsqu'elles ont perdu la première fois? J'imagine que non, parce que c'est la répétition, la politisation de ces enjeux qui ont permis finalement à la Suisse, il n'y a pas si longtemps que ça, 50 ans, de faire un pas supplémentaire. Mais c'est également le fait qu'il y a des initiatives qui ont été déposées depuis un siècle et demi, qui ont permis non pas seulement aux femmes, mais également simplement à la classe travailleuse de pouvoir voter, ce qui n'était pas le cas au tout début du 19e siècle, dans les premières constitutions, et etc., 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 jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes dans la direction de l'histoire qui est celle de l'inclusion démocratique, de passer finalement d'une exclusion presque totale, de régime
monarchique, aristocratique, appelez-les comme vous voulez, une progression qui permet une inclusion plus forte jusqu'à aujourd'hui et qui nous permettrait finalement de fonder une société idéale qui pour moi est finalement celle de la participation, de la démocratie, de cette co-responsabilisation en commun face à des enjeux effectivement qui vont être extrêmement difficiles dans ces prochaines décennies. Cédric Weissert, qu'est-ce que vous en pensez, ce pas au niveau cantonal, ça change tout, c'est symbolique? Alors déjà, je ne savais pas qu'on avait une monarchie effectivement dans le canton, je l'apprends aujourd'hui. Je pense que Mme Lusier sera contente de savoir qu'elle est la reine du canton de Vaud. Non, mais par contre, vous alliez à des gens qui, eux, sont élus comme des monarques, notamment la Ligue vaudoise, mais bon, ça c'est une autre question. Alors écoutez, je ne pense pas que c'est le débat ici, mais on parle d'élection, on ne parle pas de mouvement, mais enfin bref. Pour répondre à la question, non, je pense que de toute façon, alors sur le seul élément où je suis d'accord, ça n'empêche effectivement pas de déposer des initiatives et autres, et c'est très bien à tout niveau, et peu importe le parti qui les porte, c'est très bien qu'un certain nombre de personnes puissent, par le biais d'un certain nombre de récoltes de signatures, puissent déposer une idée. Mon collègue l'a répété, c'est la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, la même démocratie rentre aussi en ligne de compte pour dire qu'on a le droit de dire non. Le peuple s'est effectivement exprimé là-dessus en 2011. On verra ce qu'il fait au mois de novembre. Mais en fait, l'argumentaire est sensiblement assez identique. Du moment qu'effectivement on n'est pas d'accord d'offrir la possibilité de voter au niveau communal de façon plus élargie, il paraît assez naturel qu'effectivement on s'y oppose au niveau cantonal. Et je le répète, ce que j'ai dit précédemment, les droits s'accompagnent aussi d'un certain nombre de devoirs. On peut partir du principe aussi dans le monde dans lequel on vit, le financement de notre défense. Alors après, on va pas commencer à discuter de l'armée, je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord là-dessus. Je pense que la défense d'une façon globale. Le citoyen suisse, effectivement, met de son temps à disposition pour participer à l'armée ou paye effectivement une taxe. Et j'ai déjà entendu effectivement au sein de personnes qui auraient pu obtenir la nationalité suisse de dire « Ah ben je ne le fais pas maintenant, je dois payer une taxe ». Ça, je trouve qu'effectivement, c'est un manque d'interaction. C'est de dire c'est une question purement financière des personnes qui pouvaient tout à fait se le payer. Hein. Ce n'est pas des questions de besoin. Mais dire, ah ben, j'ai pas envie de participer à ça, donc j'attends. Ben non, pour moi, effectivement, les droits vont aussi avec les devoirs qui y sont associés. Et si on veut, effectivement, ne pas avoir une société à deux vitesses, alors il faut la même chose des deux côtés. Et donc, de ce principe-là, aller jusqu'au bout de la démarche de l'intériorisation, participer, effectivement, dans ce cadre-là à notre armée sous toutes ses formes, ou en tout cas y contribuer financièrement pour qu'effectivement tout le monde mette sa part, je dirais, du travail aussi sur ces éléments-là. Et donc, comme j'ai dit, pour les mêmes arguments qu'avant, clairement, en tout cas, je crois que c'est aussi le cas de mon collègue, on s'oppose bien évidemment à ce changement aussi d'un point de vue cantonal. J'ai envie de faire, avant de vous laisser la parole, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, et j'ai envie de vous entendre aussi avec vos questions, un dernier tour de table pour savoir, dans votre idéal, à vous quatre, pour avoir le droit de participer à la vie civique de son canton, de sa commune, quels devraient être les critères, en quelques mots? Je ne sais pas qui veut commencer. C'est une vaste question. À titre liminaire, je me permets de rebondir sur une élection d'un monarque. Il me semble que c'est antinomique d'avoir le mot élection et monarque ou monarchie dans la même phrase, mais c'était la petite boutade. Je pense aujourd'hui que, de manière assez pragmatique, si on veut participer à une vie associative et prendre des décisions pour cette association, en principe, quel que soit le type d'association dont il s'agisse, eh bien, la première condition, c'est d'en être membre. Qu'il y ait des cotisations, qu'il n'y ait pas de cotisations, qu'il y ait des questions financières, c'est égal, mais il faut être membre de cette association. Et je pense, on me dira que le raisonnement est un peu trivial ou simpliste, je pense qu'en matière de participation à la vie civique, c'est la même chose. Il faut faire partie de cette communauté. Et aujourd'hui, je pense que l'élément ou le facteur le plus complet, le plus égal et qui évite au maximum les discriminations dites arbitraires, c'est la nationalité. Et la nationalité, elle s'acquiert soit par naissance, soit par naturalisation. Et encore une fois, je ne pense pas qu'en Suisse, la naturalisation soit particulièrement difficile, notamment pour les générations qui sont nées en Suisse, qui a les naturalisations facilitées. Il y a tout un certain processus, un certain nombre de procédures qui permettent d'obtenir
de manière assez aisée et rapide la nationalité suisse. Donc pour moi, c'est pour répondre à votre question, j'y viens, après avoir décapité une non-reine, je pense que ce faisceau commun, ce socle commun, c'est cette nationalité, cette appartenance à un État-nation qui, au fond, permet de légitimer et de justifier la prise de décision sur la conduite du pays, la conduite des affaires politiques et sociales. Oui, alors... ouais, alors c'est pas évident à répondre, mais j'aimerais juste, par rapport à la procédure de naturalisation, je sais pas comment vous dire, cher Xavier de Haller, mais toutes les études confirment que la procédure de naturalisation de notre pays, c'est la plus compliquée, la plus coûteuse en Europe. C'est un fait, c'est une réalité. Donc, dire que c'est le contraire, ça m'étonne un peu. Mais voilà. Par rapport, le modèle idéal pour moi, ce serait que du moment qu'il y a une proximité très proche, très étroite à un lieu de données et que la personne elle contribue financièrement et qu'elle contribue à cette société-là et qu'elle répond à des critères objectifs qui sont déjà fixés dans la procédure de naturalisation, à savoir maîtrise de langue, au pire avoir une certaine indépendance économique pour ceux qui peuvent se permettre, parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas se permettre pour des raisons XY, bah, ces personnes-là peuvent vraiment voter au niveau communal, au niveau cantonal, j'ai même envie de dire en fait au niveau national. Pour moi, c'est vraiment la proximité. J'aimerais reprendre ces définitions sociologiques de la citoyenneté. Du moment que je contribue, je participe à tous les niveaux à une société, bah, je dois participer aussi politiquement. C'est comme ça que je perçois en tout cas une société idéale dans une participation politique. Qui veut se lancer ? Bon, on va effectivement pas se mettre d'accord ce soir sur ces éléments-là, mais néanmoins, je rejoins mon collègue. Je pense que dans l'idéal, je suis pas d'accord, mais là aussi on va pas se mettre d'accord sur le procédé de naturalisation. Je pense qu'on a un système qui est ce qu'il est, hein, qui pose un certain nombre de règles, mais je crois qu'on peut sortir de multiples exemples de personnes qui n'y répondaient que partiellement et qui ont quand même effectivement pu obtenir la nationalité suisse, donc c'est tout à fait faisable. Je pense qu'on on l'a dit au tout début, l'intégration passe aussi par un certain nombre d'efforts qui, à son terme, peut amener effectivement à la nationalité suisse et qui permet ensuite de s'exprimer aux trois niveaux que l'on connaît dans notre État fédéral. Et je pense qu'effectivement, il faut conserver ce procédé qui a fait ses preuves. On a un système qui est loué partout dans le monde pour notre stabilité, pour notre système politique qui marche bien, et ce n'est pas le cas malheureusement dans beaucoup de pays qui nous entourent. Donc notre système a fait ses preuves, et on a le droit effectivement de se poser la question si il faut le changer, mais de mon côté et du côté des opposants, la réponse est non. On a un système qui fonctionne bien. Il y a des possibilités pour les personnes qui viennent de l'étranger, répondant à un certain nombre de critères, de pouvoir intégrer ce système et de pouvoir voter. En ce sens, il n'y a pas de discrimination et le système fonctionne bien. Donc on n'a pas à changer quelque chose qui fonctionne. Je vous laisse terminer. Selon moi, le seul critère pertinent, si on souhaite une démocratie, c'est la participation. Et les gens participent déjà tous les jours. Ils participent, comme je l'ai dit, à travers leur travail, ils participent massivement dans les associations, ils font vivre un système de milice qui est apprécié, qui est l'ADN, une des parties de l'ADN de la Suisse. Et pourtant, un tiers de ces personnes qui travaillent, comme je l'ai dit, sont aujourd'hui arbitrairement exclus. Et je me rappelle, c'est une petite anecdote, mais quand j'ai eu le droit de vote pour la première fois, une des premières votations à laquelle j'ai dû faire face, c'était la RFFA, la réforme de la fiscalité des financements des entreprises. Je vois des gens crispés et tout, je ne sais même pas si on est encore capable de pouvoir expliquer ce que c'était. Le seul critère pertinent pour pouvoir vraiment avoir une opinion sur ce sujet, c'était de participer et de s'informer et de débattre. Et c'était seulement à travers la participation et pas parce qu'on est né bio-suisse, parce qu'on a été naturalisé comme moi ou d'autres critères qui permettent en fait de se fonder une opinion éclairée et de pouvoir avoir une légitimité à la fin.
C'est pour ça que moi, personnellement, ma vision, c'est celle de la participation, et pas que dans les espaces politiques, mais également, nous, on croit avec Agissons à la société des communs, c'est-à-dire également dans les lieux économiques. Ça se fait par des coopératives, par d'autres également modèles économiques qui ne sont pas juste aussi pour le coup, des monarchies, certaines très grandes entreprises, mais également pour gérer les ressources essentielles comme des communs. Merci. Je laisse la parole au public. Il y a des gens qui nous suivent aussi en ligne, qui ont aussi la possibilité, si jamais je crois, de poser des questions et on me fera signe. Voilà. Bonsoir à nouveau. Je suis vraiment sidéré parce que j'appartenais au comité qui a réussi à que, lors de la constituante de 99, en 2002, on a obtenu le droit de vote au niveau communal. Et on a dû faire une concession parce que la demande initiale, c'était au niveau cantonal aussi. Et je suis sidéré de que les arguments contre sont les mêmes que je viens d'entendre. Exactement les mêmes. Ici, mais j'ai fait un saut en arrière. Et désolé de la passion, mais le premier argument, l'argument de la langue, et je viens de l'entendre, même si on parle parfaitement la langue, les initiatives et les questions qui sont posées sont si tordues qu'ils font que les gens sont induits en erreur pour voter. Ça n'explique pas non plus que des fois, pour le vote, pour les F-35, on apprend après par la suite qu'on avait été induit en erreur parce que l'argument qui a été utilisé venait d'une société qui n'a pas dit toute la vérité. Donc on a voté en faisant confiance à un système. Passons. L'autre question par rapport à utiliser le critère de la naturalisation, comment le seul véhicule pour participer, c'est nier même le principe de la Confédération. On fonctionne à 3 niveaux au niveau de la Confédération. Et je vous le dis, nous, on travaille avec notre association pour accompagner les gens dans le processus de naturalisation. Et une des choses sur lesquelles on marque bien, c'est qu'il y a 3 niveaux de décision au niveau de la Suisse. Il y a le niveau communal, qui est le plus proche, en lequel on vit, en lequel on connaît les gens. Il y a le niveau cantonal et après le niveau fédéral. Donc, l'argument qu'il faut avoir les 3 niveaux en même temps pour pouvoir déjà commencer à participer, je ne sais pas, je ne suis pas totalement convaincu. Mais une autre chose que, par notre expérience, ça fait depuis 2007 qu'on fait cette activité d'accompagnement au processus de naturalisation, on a vu que de manière plus... que si on stimule au début les gens à participer politiquement, les gens sont plus intéressés à acquérir la nationalité. Donc, le processus de participation politique, c'est un vecteur très puissant pour amener les gens à se naturaliser. Et je ne comprends pas pourquoi on évite ça. Et on dit, non, il faut être naturalisé pour pouvoir participer. Mais pendant toute la période où la personne n'est pas naturalisée, on les vaccine en disant que la politique, ce n'est pas pour vous, c'est pour les Suisses. Et donc, du coup, d'un côté, on empêche les gens d'entrer dans ces processus de naturalisation naturelle, de s'engager politiquement dans la société, etc. Et d'un autre côté, on les vaccine, quelque part, les oreilles, en disant, c'est pas pour vous. Donc, après, nous, on doit rattraper le coup, après, par la suite, en disant aux gens, non, et il faut vraiment s'y mettre, il faut participer, parce que c'est pas une question simplement politique, c'est une participation citoyenne. Et ce qu'il faut, à mon avis, prôner, c'est cette participation citoyenne. Donc, je ne comprends pas si l'expérience, en révisant l'expérience de ces 23 ans des droits de vote, 22 ans, c'est des droits de vote que les étrangers ont ici, comparé aussi à ce qui se passe à Neuchâtel, qui l'ont même au niveau cantonal, en comparant aussi avec le Valais et d'autres cantons où il n'y a pas ces droits, quel est le taux d'intégration, par exemple?
Quel est le taux de naturalisation, par exemple? Et ça, il y aurait peut-être d'autres arguments plus intéressants à réfléchir. Mais utiliser simplement l'argument de qu'il faut être naturalisé pour pouvoir participer, je le trouve simpliste. Je suis désolé, mais je le trouve simpliste. Merci Douglas. Je laisse toutes les questions dans la salle. Bonsoir, merci beaucoup. Steven, tout à l'heure, tu as parlé de la Nouvelle Suisse. J'aimerais que tu nous l'expliques un petit peu plus parce que je crois que les deux personnes à droite ne savent pas trop ce que c'est. Vous voulez prendre plus de questions? Oui, moi j'avais aussi des questions. Je peux? Oui, j'avais deux questions. La première, c'est en sachant que la chose qui de toute façon réunissent les étrangers, les étrangers, c'est déjà un mot qui est un choix au fond d'appeler les personnes qui ne sont pas des citoyens des étrangers. Mais au-delà de ça, les étrangers et les Suisses vivent ensemble dans le même pays, sur le même territoire, et ils, on pourrait dire, enrichissent ou sont intégrés. C'est de nouveau un choix de vocabulaire d'utiliser intégration. Ils sont intégrés socialement, ils ont leurs connaissances, leurs réseaux sociaux, de manière économique, comme vous l'avez dit plusieurs fois, même de manière historique, si ce n'est pas la première génération, ou même la première génération, c'est des gens qui sont arrivés, qui ont fait des sacrifices pour arriver. Donc il y a de toute façon une histoire derrière toutes ces personnes qui est liée à la Suisse. Il n'y a pas des étrangers qui n'ont aucun lien historique avec la Suisse, au fond. Moi, de mon côté, j'ai été naturalisé il y a quelques années, mais j'ai toujours vécu en Suisse, donc je comprends assez bien le sujet. J'ai une question, je vais y arriver. On a parlé plusieurs fois, vous avez parlé de critères que les migrants, que les étrangers doivent s'intégrer et qu'ils doivent faire des efforts pour le faire, qu'ils doivent par exemple faire partie d'une vie associative ou des choses comme ça. Mais il faut bien le reconnaître que des personnes qui sont nées de parents suisses ne sont pas tenues à ces mêmes exigences. Elles n'ont pas besoin de faire partie de vie associative, vraiment de prouver qu'ils ont droit d'être suisses pour être suisses. Donc au fond, vu que tout le monde vit ensemble, pourquoi est-ce qu'on devrait tenir des migrants à un autre niveau d'exigence, en fait? C'est ça ma question. Comment est-ce que vous réagirez à ça? Je vous laisse peut-être répondre à ces questions, peut-être si vous avez aussi envie de réagir à l'intervention tout à l'heure de Douglas, rapidement. Alors, pour essayer de faire simple, il faut des critères, si on veut bien pouvoir évaluer si la personne, on lui offre la possibilité de devenir suisse. Sans critères, on vient de l'arbitraire. Et c'est ce qui est dénoncé précédemment, c'est-à-dire on ne veut pas d'arbitraire. Donc il faut bien poser des critères à un moment, et jusqu'à preuve du contraire, effectivement, il y a une différenciation, comme dans plein de pays, qui dit qu'effectivement, quand on est né dans un territoire, on obtient la nationalité. C'est le cas en Suisse. Si on est suisse à sa naissance, on est suisse. On n'a pas besoin, effectivement, peut-être de démontrer de l'intégration. Je le déplore. Je pense qu'effectivement, la société vit d'autant mieux si les gens s'intègrent dans des associations, dans des événements de quartier, dans les aspects politiques. Néanmoins, après, quand une personne fait un choix de devenir suisse, il faut bien qu'on puisse établir des critères qui permettent de déterminer si cette personne a fait effectivement un certain nombre d'efforts. Alors on peut les remettre en doute. On peut décider qu'il n'y a plus de nationalité. Mais c'est un autre débat et on ne sera non plus pas d'accord là-dessus. Donc oui, ces critères-là, ils sont importants. C'est le cas de la langue, c'est le cas de participation. Maintenant, on ne va pas... Pour les personnes qui font partie de commission de naturalisation, on ne va pas regarder dans quelle association vous êtes et on ne vous met pas une coche en vous disant parce que vous n'êtes pas dans l'association du club de foot du coin, vous n'allez pas avoir la nationalité. Mais c'est des éléments parmi d'autres qui démontrent un certain effort d'intégration, parce qu'il y a aussi à l'inverse des personnes, peu importe leur nationalité, peu importe leur niveau scolaire, peu importe leur niveau de salaire, qui ne s'intègrent pas, qui restent dans leur communauté. Je prenais l'exemple avant de personnes anglophones qui, par certaines fois, j'ai vu dans cette commission, des gens qui ne côtoyaient aucune personne autre que des personnes qui venaient du même endroit qu'eux, du même pays qu'eux et qui parlent la même langue qu'eux. C'est le cas pour les villageois dans les montagnes, dans leur vallée. On pourrait voir ça avec la même... Oui, mais les personnes dans les vallées, s'ils sont contre eux, de facto, ils parlent un peu contre eux. Néanmoins, là, on parle de ville. Donc, je parle de quand on a la possibilité de s'intégrer. C'est clair, si on est dans un village de montagne à 50 personnes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, après, pour rebondir sur la première intervention, je ne sais pas si c'était une question ou plutôt un avis général, mais néanmoins, ces critères, effectivement, ils sont importants. Qu'on n'ait pas changé d'argumentaire, je dirais presque tant mieux.
c'est qu'on est droit dans nos bottes et puis qu'on a le même avis, on n'a pas changé d'avis. Si on avait des critères qui changeaient au fur et à mesure du temps, ça serait peut-être un autre problème. Non, on a les mêmes arguments et effectivement, la Constitution, à un moment, s'est penchée sur le sujet. Elle a décidé, et on a dit on ne va pas revenir dessus, d'octroyer, selon un certain nombre de critères, le droit de vote au niveau communal. Mais dans le même sens, elle a décidé de poser ces critères, de ne pas donner un droit de vote de façon plus élargie, ni de l'offrir au niveau cantonal, pour des raisons, parce qu'ils ont bien discuté un moment, puis ils ont défini que c'était la meilleure situation à ce moment-là. Et nous, on estime que c'est toujours effectivement la meilleure situation et qu'il n'y a pas de raison de changer ça. Je me permets encore de rebondir. Je suis à mon tour sidéré, puisque c'était l'expression qui a été retenue, de l'exercice intellectuel de considérer que, en entendant le débat de ce soir, on considère qu'une position n'a pas évolué dans ses arguments depuis 1999, respectivement 2003, avec l'acceptation de la Constitution vaudoise. Mais si on va au bout de l'exercice, je ne veux pas mettre ma main à couper parce que j'en ai encore besoin un tout petit peu pour travailler, potentiellement donc pour pouvoir voter, mais je suis assez convaincu que les arguments qu'on entend ce soir pour l'élargissement du droit de vote étaient probablement les mêmes aussi qui étaient débattus en 1999 et jusqu'en 2003. Donc, je partage peut-être aussi votre sidération, mais je pense qu'en exercice intellectuel, si on fait véritablement une telle comparaison, je suis presque convaincu qu'on peut revenir de 20 ans en arrière et plus ou moins avoir le même débat. Bon, il y avait une question, mais disons, un point sur lequel j'aimerais... Je pense que le mot a été dit plusieurs fois, le mot communautarisme. J'aimerais parler quand même d'un communautarisme dont on ne parle jamais, vu que vous êtes en train de mettre en évidence cette question, c'est celui des riches, qui vivent justement que entre eux, les 0,1% les plus riches. Donc, est-ce que vous pensez que, et les études sociologiques sont très claires là-dessus, je vous renvoie à ça, que vous devriez également leur enlever le droit de vote sur cette question? Parce que là, il y a un véritable séparatisme également de leur part, et c'est toujours intéressant de voir que vous défendez des principes démocratiques, mais que lorsqu'il s'agit aussi de réglementer un minimum le fait que la démocratie ne doit pas être rachetée par des millionnaires, là, il n'y a plus personne au comptoir pour voter ces lois. Moi, je le dis d'une position qui est tout à fait apartisane. On n'est lié à aucun parti politique, et du coup, ça me fait doucement sourire. Et pour répondre à cette question sur la Nouvelle Suisse, pour nous, il y a une évidence qui n'est pas encore reconnue dans nos institutions, qui est celle que Samson, tu décrivais, de la diversité de cette Suisse qui finalement est beaucoup plus diverse que ce qu'on imagine et qui en fait les institutions suisses dans leur grande partie, même si elles ont été un petit peu réformées par-ci par-là, on a modifié un peu ça en fait, répondaient à une réalité qui est celle du 19e siècle, du début du 20e siècle et aujourd'hui on fait face à des situations, on a la chance par exemple d'avoir une société dont le niveau d'éducation a considérablement augmenté et pourtant par exemple dans les institutions démocratiques qu'on a, on ne souhaite jamais mettre en évidence cette pluralité. Je ne veux pas transformer le débat aussi dans un débat qui n'est pas, mais du coup, par exemple, à travers des assemblées citoyennes où on tirait les gens au sort de manière représentative et où ils seraient également informés, où il y aurait des processus plus délibératifs. Et du coup, là, il y a aussi une très, très grande marge de manœuvre pour améliorer la démocratie, fonder des décisions plus légitimes. Et ce chemin, il passe aussi par le fait que les personnes ne soient pas exclues quotidiennement. Moi, je l'ai vécu toute ma vie, même pas seulement en politique, mais également à la pétanque. Peut-être ça peut vous faire sourire. À la pétanque, on disait « Ouais, t'es gentil, mais ferme ta gueule parce que voilà, t'es espagnol, italien. » Et en même temps, quand la seule fois où je suis sorti de Suisse pour aller travailler et étudier un petit peu, c'était en Australie 6 mois. Et la première chose qu'on m'a dit, ah bah toi t'es un bon Suisse, toi le Suisse. Je pense que ça s'entend un peu dans ma voix effectivement avec un petit accent. Donc aussi il y a vraiment une question de permettre de participer parce que c'est ça qui va créer la politisation et l'engagement des gens et je pense que c'est vraiment une des richesses qu'on peut avoir pour construire la société de demain et d'aujourd'hui. Bon voilà. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi j'ai une question un peu multiple, c'est pour vous dire, vous savez qu'on a donné le droit de vote aux étrangers au niveau communal, et partout, il y a des études qui ont été faites, que le nombre de gens qui vont voter, c'est très 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 faible. Les gens ne votent pas, vous l'avez relevé tout à l'heure. Alors comment voulez-vous demander aux gens d'aller au niveau cantonal si déjà au niveau communal, la proximité, les gens ne votent pas? Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, nous allons contre-courant. Nous sommes dans une société, c'est le repli sur soi. Les gens préfèrent vivre dans des quartiers
consommer local et tout se fait au niveau du quartier, des communes et tout. Alors quand on commence à monter au niveau cantonal, c'est contre la société, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, deuxième chose, vous dites souvent, il y a 42% d'étrangers et tels, mais ça ne marche pas. Une fois, j'ai rencontré M. Léba avec Alain Berset, je leur ai dit, à Lausanne, nous sommes 42% d'étrangers. Et dans 5 ans, nous serons 50. Il est venu vers moi et dit, monsieur, j'ai honte, je préfère que vous dites dans 5 ans, nous serons que 36% d'étrangers et que vous êtes devenus suisses. Et quand je suis retourné dans le quartier, j'ai dit aux gens, mais il a raison. Vous voyez, donc c'est important que vous compreniez ce message et vous faire un effort d'aller dans ce sens et tout. Ensuite, après, vous parlez de naturalisation. Ça ne suffit pas. J'ai un ami, un Italien, qui est venu faire ses études et passer 5 ans chez moi sur le rejet et acceptation de la naturalisation. Ce n'est pas parce que vous êtes naturalisé que vous êtes accepté. Quand on ne vous accepte pas, vous êtes bloqué. Hein? Vous savez, moi, j'ai travaillé 20 ans à la BCV, 13 ans à la ville de Lausanne. Et chaque fois, je suis naturalisé, mais chaque fois je discute, je dis, j'en ai marre du Conseil fédéral. Il y a des choses qui ne jouent pas, je vais aller à Berne pour faire ça. Un collègue me dit, rentre chez toi, il y a la dictature, tais-toi. Je vais à la ville de Lausanne. Un qui m'a dit la même chose. Je demande à mon voisin, un ancien prof, je dis, mais pourquoi je suis naturalisé, on ne me laisse pas le droit de m'exprimer. Il m'a dit, tu sais, mes parents sont venus à Bienne. Ma mère m'a dit, Bienne, c'est comme les beaux-parents. On ne doit pas les critiquer. Alors, si tu es étranger, tu es devenu suisse, tu ne dois pas critiquer la Suisse. Vous voyez, ça, c'est un problème. Voilà. Merci. Je suis d'une génération, puisque je suis âgée, qui a vu beaucoup d'adolescents discuter des lois, qui n'étaient pas d'accord avec la loi, qui la transgressaient, parce que c'est un peu la provocation souvent que les adolescents ont envie de faire, c'est de tester les limites. Et je me demande comment vous avez éduqué vos enfants. Vous leur avez dit, ah, t'es étranger, t'as pas la même éducation qu'un Suisse. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir protester, tu ne vas pas pouvoir discuter comme un Suisse pourrait le faire parce qu'il est Suisse et qu'il pourra donner sa voix. Ils n'ont pas la même voix que les autres. Et les jeunes le savent. Et je ne sais pas comment vous résolvez ce problème, mais vous avez un groupe d'adolescents qui discutent politique. Et ils adorent discuter politique. Hein. Ils adorent discuter et s'opposer à ce qu'on leur propose. Qu'est-ce que vous faites pour leur permettre de donner leur voix et ensuite participer à la vie de société avec les mêmes lois que les Suisses et ensuite arriver peu à peu à la nationaliser, à se nationaliser. Et moi, je crois que, voilà, j'ai 2 de mes enfants qui sont belges, qui ont quitté la Suisse. Ils sont devenus très vite membres du parti écolo et ils n'ont pas eu besoin de se nationaliser pour ouvrir leur voie. Je voulais quand même juste le dire. Et voilà, je me pose la question, au niveau de l'éducation des jeunes, qu'est-ce que vous faites pour leur dire, toi tu es Suisse, tu obéis aux lois, toi tu n'es pas Suisse. Voilà, pardon. Bonsoir, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Alors moi, je vais juste un peu critiquer votre position et votre parti politique, si vous me permettez, parce qu'en fait, parce que il y avait 2 choses que je ne comprenais pas, donc j'aimerais vous poser la question, parce que vous êtes là. Vous avez dit qu'il y avait pas mal d'étrangers ou de personnes d'origine étrangère à l'UDC, donc dans votre parti politique. Mais moi, je ne comprends pas cet argument parce que c'est comme si vous disiez, moi j'ai une maman, je ne suis pas misogyne, j'ai des sœurs, je ne suis pas misogyne. On peut avoir des amis étrangers, on peut très bien être raciste et un parti qui divise, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, je crois qu'utiliser l'origine de ces gens ou leur choix de parti politique, ça ne vous permet pas d'être un parti politique assez ouvert parce qu'un parti qui ne divise pas ne fait pas des affiches avec des moutons noirs. Et vous allez me dire, ces moutons noirs, c'était pour les étrangers violents, mais ce mouton noir n'avait pas
une arme ou un couteau dans la main. C'était juste un mouton noir. Je voulais juste vous dire ça. Donc si vous n'êtes pas un parti politique qui divise, faites attention à ne pas diviser les gens vraiment avec les affiches ou avec les campagnes. Et aussi, je crois que vous dites que vous encouragez les gens à se faire naturaliser. Bah, c'est très bien. Mais je pense que ça, c'est pour que les gens vous ressemblent. Parce que pour vous, une personne qui a la nationalité suisse ou le passeport suisse vous ressemble plus que les autres. Donc vous n'encouragez pas les gens parce qu'ils participent à la vie politique ou à la vie sociale ou d'autres, mais vous encouragez les gens pour qu'ils deviennent comme vous ou pour qu'ils vous ressemblent. J'ai un peu senti ça dans vos arguments, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je voulais juste critiquer un peu cette position. Merci beaucoup. On va reprendre une deux questions. J'aimerais juste vous faire réagir peut-être sur ces questions qui sont sorties dans les deux premières interventions sur le droit de s'exprimer, qu'on soit naturalisé pas ou de s'opposer, qu'on soit naturalisé des fois ou pas. Et voilà, la voix en fait citoyenne, politique. Voilà, parce qu'on a une voix qui peut s'exprimer dans la rue, mais pas dans les urnes, par exemple. Voilà, et sur voilà, je ne sais pas si vous voulez avoir envie de réagir ou pas sur la question de la division et de ce que peuvent des impressions qu'a Madame par rapport aux affiches que vous avez eues et de ce que ça implique. Oui, alors bah, j'ai aucun souci à ce que vous critiquiez mon parti, hein, c'est la démocratie et j'ai aucun souci avec ça. Non, l'exemple que j'utilisais, c'était simplement pour dire que, et ça faisait le lien avec ce qu'on disait, qu'il n'y a pas un parti qui bénéficierait plus qu'un autre des personnes qui pourraient voter au niveau local. C'était un exemple parmi d'autres, mais pour dire qu'effectivement, dans mon parti au niveau local, mais aussi au niveau cotonal, on a des personnes qui étaient de nationalité étrangère, qui sont devenues suisses et puis qui ont rejoint les rangs de mon parti. Je ne suis pas rentré dans l'aspect du racisme ou autre, enfin, voilà, c'était juste un exemple, comme il y en a dans d'autres partis, mais pour dire que ce n'est pas propre à un parti qui va comme ça aspirer plus les personnes de nationalité étrangère. On a des personnes qui se reconnaissent dans les valeurs qu'on défend, tout en étant à la base de nationalité étrangère, et peu importe la nationalité. Ça, c'est le premier point. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail des affiches, je pense que ce n'est pas l'objectif de la soirée. Néanmoins, après, voilà, on sait que dans le cadre de campagne, y a un délai qui est relativement court, il faut faire parler, on sait que plus on parle, plus potentiellement on est entendu. Alors après, est-ce qu'on est compris, est-ce que les gens nous suivent, ça c'est encore autre chose. Mais je crois que voilà, après, tous les partis ont utilisé à un moment ou à un autre, ou en tout cas un grand nombre de partis ont utilisé des phrases chocs, des images chocs ou autres. On peut apprécier ou pas, ça fait partie effectivement de la démocratie. Et vous avez dit, on n'a pas, là en l'occurrence c'est des moutons, alors oui, c'est des moutons noirs, effectivement. Après, voilà, c'est toute la beauté d'une certaine manière de notre démocratie. Moi-même, je ne suis pas forcément... Non, mais je ne crois pas que la loi a dit que ces affiches-là étaient interdites. On a le droit de les faire. Après, vous pouvez ne pas les partager. Je ne suis pas systématiquement à 100% toujours d'accord avec ce que fait mon parti. Je peux être d'accord avec des idées d'autres partis. Encore une fois, c'est la démocratie et je l'assume totalement. Mais à partir de là, voilà, il y a des campagnes et puis effectivement, on fait parler avec des arguments aussi chocs qui sont des fois sortis. Bon, ça fait pas. Tant qu'il y a du respect, et je pense que c'est ce qu'on a encore de nos institutions, et je reviens à ce que je disais avant, avec un système politique en Suisse qui fonctionne bien, et on le voit par exemple au Grand Conseil, où oui, on peut s'écharper, mais ça n'empêche pas d'avoir du respect pour les autres. Tant qu'on garde ce respect-là, je pense que nos institutions vont continuer d'avancer. Après, sur l'aspect de la participation et autres, une des remarques de monsieur qui avait effectivement mentionné le fait d'offrir aussi la possibilité de voter au niveau cotonal, alors qu'effectivement ce droit n'est que peu utilisé au niveau communal. Je rejoins cet élément-là. Les éléments statistiques que j'ai démontrés avant le prouvent. Quand vous avez 17% seulement de la population de nationalité étrangère éligible au droit de vote au niveau communal qui l'utilise, ce n'est pas représentatif. C'est qu'effectivement, on a quand même derrière 83% qui, pour des raisons diverses, ne jugent pas utile de voter au niveau local. Et ça, c'est dommage. Et puis, pour participer ensuite au niveau politique, il n'y a pas forcément que besoin du droit de vote. Enfin, vous pouvez déjà, en tant que mineur, être membre d'un parti ou d'une jeunesse d'un parti. La plupart de nos partis offrent des possibilités de le faire déjà en tant que mineur. Et puis, en tant qu'étranger, c'est pareil. On peut très bien s'intéresser, on peut très bien aller à la rencontre des partis, discuter, débattre sur des sujets, comprendre le fonctionnement.
sans forcément avoir le droit de vote, la possibilité d'avoir le droit de vote. Après, c'est effectivement cette étape de naturalisation que l'on défend. Mais voilà, en tout cas, pour les éléments que je voulais répondre à ça. Je me permets de rebondir, madame. Je pense que la question que vous soulevez avec l'éducation, entre guillemets, ou au fond le développement des jeunes générations, il est essentiel parce que les jeunes générations, c'est demain, c'est l'avenir. Nouvelle Suisse, je ne sais pas, Suisse du futur, appelons-la comme on le voudra. Moi, pour répondre à votre question, j'ai envie de partager un élément personnel. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai rencontré une personne qui était issue d'une migration, qui est arrivée en Suisse comme réfugiée et avec qui j'ai discuté plusieurs fois des institutions, de la politique. Elle me disait « Ah, mais t'es conseiller communal, qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « Viens voir une fois au conseil communal, qu'est-ce qui se passe ?»« Ah, c'est sympa. » Et puis elle m'a dit « Ah, mais j'ai reconnu aussi Samson Yaman, il était une fois interprète avec toi, ça fait dans un dossier à la prison. » Puis elle a commencé à s'intéresser de plus en plus. Et puis elle s'est naturalisée. Et je l'ai accompagnée dans ce processus. Elle m'a invité à sa cérémonie de prestation de serment. Et puis elle m'a écrit une lettre très touchante. Elle a dit « Je te remercie », parce qu'entre-temps, au début on se voyait, après on s'est tutoyé. Elle a dit « Je te remercie de m'avoir présenté, de m'avoir amené à m'intéresser à ces institutions. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir été naturalisée, puisque je me sens complètement intégrée, je me sens complètement dans la participation. Elle a d'ailleurs écrit un bouquin très intéressant. Et je crois, pour répondre à votre question, pour moi, c'est ce sens, c'est ce message qu'il faut passer aux jeunes générations. Et encore une fois, pour les jeunes générations, un adolescent ou un enfant qui a grandi en Suisse, la naturalisation, elle est quasiment automatique, avec des années qui sont divisées par 2 en fonction des tranches d'âge, des années de résidence. Je veux dire, c'est là le message qu'on doit faire passer. Et c'est surtout pas de dire à quelqu'un, au fond, toi, tu pourras voter en fonction de ton appartenance nationale à telle ou telle strate, mais plus, là, il y a un stop. C'est un peu la même question qu'on peut faire, je le soulevais avant, sur l'âge. À un moment ou à un autre, on doit poser des critères objectifs, parce que sinon on tombe dans l'arbitraire, qui permettent de définir comment est-ce qu'on va définir le corps électoral, comment est-ce qu'on va calculer typiquement combien de voix faut-il pour un référendum, combien de voix faut-il pour une initiative. Et là, je pense que la force de notre démocratie, c'est d'avoir des critères qui sont objectifs, des critères qui sont justes et qui sont examinés par plusieurs autorités. On n'a pas une seule personne au fond d'un bureau qui va décider oui, non. Il y a des commissions, il y a des discussions, il y a des dossiers qui sont traités par plusieurs personnes à différents échelons. Donc je pense qu'on a un système qui peut paraître compliqué, mais je pense qu'au fond, il n'est pas si compliqué que ça. Et c'est ce processus de comprendre les institutions et d'amener les gens à adhérer pleinement à la société à laquelle ils participent. Et pour moi, cette adhésion pleine et complète, pour quelqu'un qui est issu de la migration, c'est la naturalisation. Je permets de rebondir. Oui, on a un système autour de ce fédéralisme qui est unique. Oui, donc on a un système sur le fédéralisme qui mérite d'être valorisé. Je suis le premier à le dire. Juste un chiffre, quelqu'un qui passe par la procédure de l'asile aujourd'hui en Suisse pour aboutir à la naturalisation, donc qui n'est pas jeune, qui a plus de 18 ans, en moyenne c'est presque 20 ans. 20 ans cette personne, elle ne peut pas accéder au droit de vote. 20 ans. Et ça, on exclut volontairement à cette personne de ne pas participer sur des sujets qui la concernent au niveau cantonal et au niveau national. 20 ans, c'est énorme. L'autre élément que j'aimerais rebondir, et je n'ai pas envie de laisser passer ça parce que ce racisme structurel où on a tendance à banaliser, dire que les affiches sur les moutons noirs, on est dans une forme de campagne et on peut se permettre, je vous le dis, cher monsieur, c'est honteux. C'est honteux parce que ce que ça renvoie comme image, le premier parti en Suisse qui ose, avec une confiance absolue, de mettre en avant certaines figures qui représentent une forme de violence, ça, c'est du racisme structurel. Je n'adhère pas à ce que vous dites ici, avec une confiance, on est dans une forme de campagne, on peut se permettre. Non, monsieur, c'est honteux. Je pourrais approfondir une... Peut-être approfondir ce que vous avez dit aussi sur la question de la naturalisation. D'autres personnes diraient aussi
pas seulement l'intégration, mais parfois il utilisait le mot d'assimilation. Vous avez utilisé le fait qu'il fallait adhérer pleinement à la société dans laquelle on va, mais justement, la base de la démocratie, ce n'est pas d'adhérer pleinement 100% à toutes les valeurs et de pouvoir finalement, il faut juste suivre qu'est-ce qui a été mis dans la Constitution. C'est vraiment une position qui est totalement antidémocratique. Au contraire, en fait, il faudrait plutôt dire que les personnes qui sont ici, qui font communauté au sein, qui vivent, qui payent leurs impôts, puissent avoir la possibilité de la changer. Et ça me semble être vraiment une position qui est particulièrement antidémocratique et paradoxale aussi, parce que souvent vos partis se sont aussi opposés d'ailleurs à ces réformes constitutionnelles, les dernières, et vous êtes les premiers à vouloir revenir sur ces valeurs constitutionnelles. Donc il y a vraiment une très grande incohérence à ce niveau-là, et je voulais le souligner. Je vous remercie pour le débat. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu quelques confusions. On a parlé majoritairement de naturalisation, comme si c'était le sujet du débat, alors que on parle du droit de vote. J'ai l'impression que votre position, ce serait celle, idéalement, que tous ces 33% d'étrangers qui résident dans le canton puissent directement, pour autant qu'ils participent à la communauté, avoir le droit de vote. C'est un peu, dans l'idéal, ce serait ça, même sans délai d'année. Hein. Si on pouvait les faire sauter, ce serait bien. Vous dites que c'est un risque pour la démocratie, la situation actuelle, et surtout si la population d'origine étrangère augmente. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Ce serait la situation où on donne le droit de vote sans la naturalisation, parce qu'on peut justement arriver à une atomisation du système électoral d'un point de vue communautaire. Pour le moment, on n'a pas encore trop ces aspects trop communautaires, ethniques, mais on voit les pays anglo-saxons, comme ça peut vite dériver. Et en fait, la naturalisation permet un socle commun, non pas d'adhérer à toutes les valeurs absolues, mais elle permet un socle commun sur lequel ensuite on peut faire politique, on peut faire communauté, même si on n'est pas toujours d'accord. Et c'est à partir de là qu'on peut participer correctement. Et plusieurs fois, donc la naturalisation, c'est un autre débat, et je pense qu'il y a certains critères qui ont été soulevés par monsieur qui sont arbitraires. Non pas la naturalisation en elle-même, mais certains critères dans le processus de naturalisation qui sont, c'est vrai, parfois même absurdes hein, quand on regarde, et qui peuvent mener à certaines formes d'injustice, ou en tout cas situations qui nous paraissent injustes pour des personnes qui résident justement depuis 30 ans. Donc ça peut être votre travail, monsieur, dans un autre contexte, de travailler sur ces critères. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand vous parlez d'une citoyenneté, vous défendez une citoyenneté qui ne serait pas basée sur une définition juridique comme l'a donné M. Haller. Excusez-moi, mais on est dans le domaine juridique là. On ne peut pas aller dans le domaine sociologique, on laisse ça à l'université, c'est de la spéculation, c'est joli, mais en fait là, on parle de droit politique et on parle de cadre institutionnel. Donc on est dans le juridique, on est obligé de définir des cadres. Vous avez raison. Ok. Bonsoir, j'ai 3 remarques, réflexions, peut-être une suite à ce que vous avez dit, Monsieur Haller, et qui pour moi fait un lien avec ce que Monsieur Visser a dit, qui était que, super parce que vous avez accompagné une personne, notamment réfugiée et issue de la migration, et qui a favorisé son intégration. Et en parallèle, vous exprimez, Monsieur Visser, qu'il n'y a notamment que 17% actuellement, si j'ai bien compris, au niveau communal qui votent étant issus de la migration, mais du coup finalement, est-ce que c'est pas finalement ça aussi une des questions, qui est le manque d'accompagnement en parallèle des personnes qui seraient déjà naturalisées pour les amener à aussi voter, plutôt que de dire finalement il n'y en a que 17% et donc elles ne tiennent pas plus que ça à être intégrées. Ça c'est déjà une de mes premières réflexions, et peut-être les 2 autres seraient pour Monsieur Haller. La première, c'est que plutôt dans le débat, vous avez dit que hypothétiquement, et sauf erreur si j'ai bien compris votre propos, que vous aviez un doute quant au fait que les personnes elles-mêmes issues de la migration souhaitent réellement voter. Et du coup, je me demande, mais en fait, hypothétiquement, dans quelle mesure est-ce que vous avez moyen finalement de dire si oui, sinon c'est réfuté cette hypothèse? Est-ce que vous avez été au contact de la population issue de la migration aussi pour savoir dans quelle mesure elle-même souhaite ou non voter?
Et finalement, la troisième question, peut-être plus, vous parlez du fait que la naturalisation pour vous est la forme que vous souhaiteriez pour accéder au droit de vote. Et moi, je me pose quand même la question des personnes qui pourraient avoir une autre nationalité et qui, en fait, si elles souhaitent être naturalisées en Suisse, il n'empêche qu'elles ont déjà une appartenance à une autre identité, à une autre origine, et qui potentiellement, en fait, en accédant au passeport suisse, indiquerait que, en fait, enfin, pour d'autres pays, elles devraient en fait le laisser parce qu'elles ne peuvent qu'avoir un seul passeport et donc abandonner leur origine dans notre pays. Je suis pas très claire dans mon propos, mais par là, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, on ne pourrait plus qu'avoir un seul passeport et non plus celui de son origine de base. Et donc, moi, ça me pose aussi la question, finalement, de dire accéder à la naturalisation à travers un seul... à travers ça, c'est aussi finalement devoir enlever une partie de son identité. Et pour moi, là-dessus, ça devient aussi une limite quant au fait de pouvoir appartenir à la Suisse et de vouloir y participer si on veut participer à deux identités de pays. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour le débat. Moi, je dois dire que je suis assez... un peu sur le tout début, il y a quelque chose qui m'a assez surpris quand vous avez dit que vous trouviez que ce n'était pas arbitraire la citoyenneté ou l'attribution de la citoyenneté en Suisse parce que c'était lié à la nationalité. Mais c'est justement la nationalité qui, elle, est arbitraire. Et bon, je pense qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui questionnent les différents critères qu'on pourrait mettre vis-à-vis de ça. Mais moi, mon expérience personnelle, c'est le fait d'avoir une arrière-grand-mère suisse, d'avoir emménagé en Suisse avec une arrière-grand-mère suisse, personne d'autre de ma famille qui l'était. Et j'ai pu juste accéder à une naturalisation facilitée. J'ai pas fait de test, j'ai rien fait. Et pourtant, aujourd'hui, personne questionnerait ma légitimité en tant que personne suisse. Alors que juste, j'avais quelqu'un que je n'ai jamais même connu dans mon ascendance qui était suisse. Et du coup, je pense que ça pose quand même la question, quelque part, de se dire, est-ce que juste être là, participer et entre guillemets, exactement comme l'a dit Steven, travailler, c'est pas déjà suffisant comme marque d'appartenance? Répondre à la première question de monsieur, vous avez tout à fait raison. Le débat aujourd'hui, ce n'est pas celui de la naturalisation. Et si aujourd'hui on parle autant de cette question, c'est parce que c'est une stratégie de nos adversaires de focaliser le débat sur ça, alors qu'il y a d'autres questions qui sont plus importantes, à mon avis, qui ont été exprimées ce soir. Comme je l'ai exprimé au début du débat, c'est quelque chose qui est complémentaire. La question qui est posée ce soir, c'est finalement celle de souhaitez-vous ou non approfondir ce concept, cette idée de citoyenneté de résidence, finalement que là où les personnes vivent et travaillent depuis plusieurs années et y résident durablement, peuvent participer à la vie politique locale. Et la décision très simple, comme je l'ai exprimé également avant, c'est au niveau du 28 septembre, si on veut abaisser cette durée à 5 ans, ce qui permettrait d'inclure 30 000 personnes supplémentaires dans les votations communales de l'année prochaine, mais également 90 000 personnes dès l'année prochaine au niveau cantonal. C'est simple, c'est ça la question. Si vous êtes favorable à la citoyenneté résidence, alors votez 2 fois oui, le 28 septembre et le 30 novembre. Est-ce que vous vouliez aussi réagir aux interventions suivantes, donc sur l'accompagnement des personnes, sur le savoir de est-ce que les personnes ont envie de voter ou non, et puis la question aussi, il y avait la question du passeport, de certaines personnes qui peuvent perdre leur passeport en choisissant de naturaliser suisse, et enfin de la question de est-ce que la nationalité est arbitraire. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont fait réagir dans ces différentes interventions. Je vous remercie, Madame, votre intervention. Alors, je ne crois pas avoir dit, et si je l'ai dit, c'était une erreur, mais en tout cas, je ne me détermine pas sur la volonté des gens de voter ou pas. Je ne peux pas me substituer à leur appréciation. Ce qui m'étonne un peu dans votre remarque, c'est qu'à ma connaissance, la Suisse ne prohibe pas la binationalité. Donc si vous devenez suisse, ce n'est pas la Suisse qui va vous dire vous devez perdre votre passeport étranger. Pas forcément, parce que la nationalité en Suisse ne vous empêche pas d'être binational. Peut-être que le pays d'origine, oui, va vous faire perdre, parce que certains pays en Suisse, par exemple, je crois l'Autriche, c'est le cas, je crois, de l'Autriche. La Belgique, je crois, avait aussi, en tout cas, ils ont peut-être modifié, mais ils l'ont. Mais au fond, là, on retombe sur la question qui est peut-être plus philosophiquement centrale, de où est-ce qu'on est le
de quelle communauté, respectivement de quel pays, on se sent le plus proche. Et si aujourd'hui, je suis un citoyen autrichien par hypothèse et que je réponds aux conditions de naturalisation en Suisse, je me dis, OK, si j'ai envie de devenir suisse, ben, je risque de perdre mon passeport autrichien. Et là, je me pose une question quelque part identitaire ou d'appartenance à un autre côté. Est-ce que j'ai plus envie d'être intégré, respectivement, de me sentir appartenir à la collectivité suisse, où j'ai par hypothèse mon centre d'intérêt, et plus la société autrichienne, ou bien est-ce que non, j'aimerais garder mes origines, et ça reste un choix subjectif. Et là, je ne pense pas que le système empêche ceci, mais simplement, à un moment ou à un autre, ben, la vie, c'est faire des choix, et là, il y a un choix qui doit être fait. Et la conséquence du choix, je veux conserver mon origine autrichienne, je ne me naturalise pas, et partant, je ne vote pas. J'ai répondu à cette première question. Il y avait d'autres points. Sur la question de, oui, la question de l'arbitraire de la nationalité, madame qui parlait de son arrière-grand-mère qui n'avait pas connu, qui était suisse et qui facilitait beaucoup la nationalité par rapport à d'autres personnes qui doivent prouver l'intégration. Alors, je pense que là, on peut faire un long débat sur la notion d'arbitraire. La notion d'arbitraire, c'est pas définir qu'on considère que quelque chose n'est pas juste, donc c'est arbitraire. La définition de l'arbitraire, je suis navré d'être un peu juridique et potentiellement pédant, mais c'est une violation crasse d'un principe fondamental. Et la citoyenneté et la naturalisation s'inscrivent dans une volonté législative qui a été adoptée par le législateur et qui a défini un certain nombre de critères. Donc oui, madame, vous avez bénéficié, vous, d'une situation voulue par le législateur, mais de la même manière, le législateur a voulu faciliter un certain nombre de naturalisations. Donc, quelque part, pour moi, ce n'est pas de l'arbitraire, parce que ce sont des critères légaux qui sont posés au terme d'un débat législatif complet et qui peuvent, par ailleurs, être remis en cause, soit par un référendum ou par une initiative. Oui, je veux juste réagir à la question de l'accompagnement. Il y a deux possibilités, en fait, de voir la question. C'est soit on se dit, OK, on veut que ces personnes-là puissent participer plus, et donc on leur offre des droits supplémentaires qu'elles n'utilisent déjà en grande partie pas pour celles et ceux qui ont le droit à l'heure actuelle, ou on pose la question dans l'autre sens, c'est de dire effectivement, il faut mieux accompagner ces personnes-là pour les intéresser à la vie civique en Suisse, à la vie politique, et puis peut-être qu'effectivement, la question pourrait se reposer à l'avenir si le taux de participation des personnes de nationalité étrangère est au moins aussi important que pour les personnes de nationalité suisse, et qu'il y a de cette manière une sorte de poussée de ces gens pour avoir plus de droits. Quand à Lausanne, il n'y a que 17% de la population de nationalité étrangère qui vote, je n'ai pas l'impression qu'il y a une vraie poussée pour obtenir des droits supplémentaires. Donc je pense que oui, l'accompagnement est nécessaire. Les partis sont là pour ça, peu importe où on va, hein, à gauche, à droite, peu importe. Comme je l'ai dit avant, on peut très bien rejoindre un parti sans avoir la nationalité suisse, s'intéresser au niveau local. Il n'y a pas besoin d'avoir le droit de vote pour commencer à s'intéresser au niveau local. Et peut-être qu'effectivement, tant M. Dehaller que moi, on pourra revoir notre position si effectivement on sent qu'il y a cette poussée. À ce stade, clairement, au vu de ces statistiques, et je pense qu'effectivement, comme mon collègue, on ne peut pas se déterminer, et je pense que personne ici peut se déterminer pour une frange de la population de savoir si elles sont intéressées ou pas. On peut faire des sondages, mais ça ne représente pas toute la population. Le seul moyen, c'est les statistiques, c'est le vote. Alors, on a bientôt des élections communales qui vont arriver. Ce sera intéressant de voir ces statistiques pour l'année prochaine, et puis de voir si effectivement ces proportions ont plutôt augmenté. Dans les statistiques que j'avais trouvées, c'était plutôt la situation inverse, c'est-à-dire que la participation des personnes de nationalité suisse était stable et la participation des personnes de nationalité étrangère était en baisse. Donc on ne sera peut-être pas forcément d'accord sur les causes et autres, mais je ne pense pas que l'accompagnement soit le problème numéro un, parce qu'on a déjà ces possibilités d'accompagner, il y a déjà du travail qui est fait pour intéresser, on a la possibilité d'avoir accès à de l'information de façon large, encore plus à l'heure actuelle avec tous les outils informatiques qu'on peut avoir qui peuvent nous aider à comprendre les enjeux. Donc je pense que l'année prochaine, ce sera un bon moyen de regarder. Et puis si ce taux-là, il a explosé et qu'il y a une vraie poussée de ces gens-là à vouloir participer aux décisions locales, alors peut-être, effectivement, on pourra avoir la question. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop tôt pour modifier les règles qui sont en vigueur en ce moment. Je me permets aussi de compléter, enfin de répondre. Ah, pardon, il y a une question. Oui.
Oui, bonsoir, merci beaucoup pour la richesse de ce débat. Je dirige une association qui s'appelle Nouvelle Perspective, avec laquelle on a une activité très forte qui s'appelle les perspectives citoyennes. Donc chaque 15 jours, nous ouvrons un espace pour que les personnes puissent venir pour discuter sur les questions de la citoyenneté, pour se préparer à la naturalisation. Et cette expérience, on l'a depuis plus de 10 ans. Au fur et à mesure, cette expérience nous a mené à la constatation que beaucoup de personnes qui viennent se naturaliser, qui ont déjà passé 10 ans en Suisse et les 3 dernières années ici dans un canton, beaucoup d'entre elles ne recevaient même pas le bulletin de vote. Et on se demandait pourquoi. Donc ça, c'est une chose qu'il faut constater. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, le débat n'est pas tellement sur la naturalisation, mais sur le fait de la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est le fait que on est ici pour renforcer la démocratie. On dit très bien que la démocratie en Suisse est une des plus fortes au monde. Et qu'elle est, et moi je dis toujours dans cet accompagnement pour les perspectives citoyennes, que la démocratie ici en Suisse, elle est forte. C'est un pays qui fonctionne très bien, mais c'est une démocratie, c'est-à-dire c'est un système qui n'est pas parfait, mais il est perfectible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'améliorer cette question. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'à niveau de la commune, on peut voter avec un certain nombre de conditions. Et ce qu'on voudrait, c'est simplement élargir ce droit, au lieu que ça soit 10 ans, que ça soit moins. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on puisse vraiment, ces personnes puissent participer d'une façon plus active. Maintenant, du point de vue de la participation même, moi je dois constater que même que la participation des Suisses, elle est supérieure à celle des étrangers, mais elle est aussi très peu, elle est aussi très basse. Elle est aussi très basse et on doit se poser la question, pourquoi? Est-ce que les gens commencent à perdre l'intérêt? Pourquoi les gens perdent l'intérêt d'aller voter? Il y a dans les jeunes un mouvement, les gens se disent, mais de toute façon, on n'écoute pas ce que je dis. Il y a une sensation qu'on ne prend pas en compte l'idée des gens, l'avis des gens. Et donc, cette possibilité de réduire les conditions pour ouvrir un peu plus de participation aux votations et aux élections est une opportunité d'améliorer notre système démocratique. Et je crois que ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est simplement une question que, parce qu'on a tous intérêt. La Suisse est aujourd'hui ce qu'elle est parce que nos aïeux sont venus, ont défendu leurs idées et ont participé. Et nous, notre devoir aujourd'hui, c'est de renforcer cette participation. Comment on va le faire? Il faut se creuser les méninges. Une des choses qu'on fait, nous, c'est d'ouvrir ces espaces pour que les gens viennent et qu'on puisse discuter de la citoyenneté. Voter, c'est un devoir civique. Et nous, quand les gens vont se naturaliser, la première chose que je leur dis, c'est vrai, vous avez dit, on a des droits, on a beaucoup de droits en Suisse, mais on a aussi des devoirs. Le devoir militaire, le devoir fiscal, on doit payer des impôts, mais le devoir de fidélité, mais on a le devoir civique. Et qu'est-ce que c'est le devoir civique? Personne ne répond, parce que personne ne sait que le devoir civique, c'est d'aller voter. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça qu'on doit renforcer. À part ça, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne vont pas voter. Pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué de comprendre. Déjà, vous avez, je ne me souviens plus qui c'est qui l'a évoqué, mais des fois, ces votations elles sont tellement compliquées, on doit se faire tirer un livre comme ça gros, que évidemment pour les Suisses, c'est compliqué. Alors, je ne vous dis pas pour des personnes d'origine étrangère. Alors, il y en a qui parlent mieux le français que d'autres, mais effectivement, on a besoin d'un accompagnement et c'est ce que nous, on fait, parce qu'on travaille avec différentes communes. On ouvre des espaces pour que les gens puissent poser des questions et pour leur expliquer. C'est vrai, il y a des outils informatiques, la Confédération fait l'explication, le pour, le contre, mais il faut ce contact direct avec les gens. Parce que les gens, de soi-même, ils ne vont pas chercher, ils sont très occupés, ils bossent, ils étudient. Il faut les accompagner, il faut vraiment ouvrir cet espace pour que les gens
puissent participer. Et de mon point de vue, la réflexion, c'est celle-là. Comment fait-on pour augmenter la participation de tous les côtés, des étrangers, des jeunes, mais évidemment, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est essayons d'augmenter cette participation en diminuant les conditions. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Il commence à se faire tard. On est au-delà de ce qu'on avait prévu à la base, parce que les interventions sont très riches. Est-ce que madame qui lève la main depuis un petit moment, encore rapidement, c'est la dernière, et après on a encore l'occasion de discuter de manière informelle autour de la table. Bonsoir. Alors je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais en fait vous n'avez pas répondu à la question avant par rapport au fait... est-ce que vous savez réellement le pourcentage de gens qui aujourd'hui n'ont pas voix au vote, de combien on a envie réellement? Parce que vous avez fait une initiative, c'est bien juste, mais les gens qui peuvent signer les initiatives sont des gens qui ont le droit de vote. Donc, madame a déjà évoqué cette question-là, mais vous n'avez pas répondu. Et moi, quand on parle des 17% qui votent réellement alors qu'ils ont le droit, effectivement, comme monsieur disait, s'il y a une très forte demande, ok, mais il ne me semble pas que vous ayez parlé réellement de cette demande. Donc ce que vous me demandez, c'est de répondre à ce questionnement du pourcentage de participation comme ce qui donnerait la légitimité de la demande. Désolé, j'ai pas bien compris. Non, ça c'est... Peut-être pour compléter. La question c'était de dire, je crois que la question c'est de la même manière peut-être que quand la population suisse à l'époque a voté pour le droit de vote des femmes, elles n'ont pas pu voter. De la même manière ici en fait, les principales personnes concernées ne se prononcent pas sur la question. Je crois que c'est un petit peu ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous vouliez réagir rapidement peut-être à ça avant qu'on puisse un petit peu conclure. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris parce qu'il commence à faire tard, mais les personnes qui n'ont pas le droit de vote, combien de pourcentage parmi ces personnes souhaitent de voter? C'est ça votre question? Oui, alors, à ma connaissance, il n'y a pas une étude à ce sujet-là. Alors, ça peut être intéressant peut-être de mener une étude, mais alors moi, moi, ce que je sais, lorsque je discute avec les personnes qui n'ont pas le droit de voter, la majorité me disent qu'ils veulent avoir accès à ce privilège-là, à ce droit de vote. Donc, c'est une réalité. Je reviens avant, même s'il y a 17% selon le chiffre que vous avez mentionné avant, excusez-moi, même si c'est 1%, on doit leur donner ces privilèges. C'est pas ça le débat pour moi, c'est pas 1 ou 2 ou 20% ou 100%. C'est que l'accès au droit de vote aujourd'hui, ça doit être possible. Même si c'est 1%, c'est 17%. Alors, dans une société où on met en avant la démocratie par participative, etc., il faudrait qu'on ait un maximum, c'est une réalité. Après, il y a plein de paramètres, il y a plein de facteurs qui font que les gens ne votent pas. Et on ne va pas ouvrir des débats sur ça, mais même pour 1%, on doit donner ces privilèges. C'est nécessaire. Et ça se fait au niveau dans les cantons Jura et dans le canton de Neuchâtel. Pourquoi ne pas suivre cette possibilité en réduisant évidemment la durée en 5 ans? Et d'insister que ce n'est pas un privilège, mais un droit. Et qu'ensuite, c'est un droit qu'on peut disposer. Alors, lorsque on en fait usage, effectivement, lors des élections, c'est un peu moindre, mais aussi rappeler que sur des votations très importantes pour la population, ça peut être à un niveau communal, cantonal, comme fédéral, lorsque les objets sont clairs, lorsque les objets intéressent les gens, la population va massivement voter. Et du coup, je pense que là, il faut renvoyer la balle vers les politiques. Moi, je ne suis pas élu, je suis d'une association apartisane, et du coup, c'est quelle question, comment est construit le débat? Évidemment, vous n'êtes pas les seuls, mais il y a une vraie question de fond, comme disait madame, sur pourquoi on en arrive à cette situation. Et là, évidemment, il faut ouvrir le débat démocratique à beaucoup d'autres questions, comme parfois ça a débordé des deux côtés. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. On va conclure là. J'espère que je ne frustre personne. Et je vous remercie vraiment à tous et à toutes pour ces riches interventions et ce riche débat. Merci beaucoup.